Je vous ai déjà parlé de la crise informatique Log4j, qui a été une crise informatique majeure, puisqu'il s'agissait de la découverte d'une vulnérabilité critique dans la bibliothèque Log4j, bibliothèque présente dans tous les logiciels et applications codées en Java, entre autres, ce qui a amené à des chantiers de suivi, de surveillance et de mise à jour de centaines, voire de milliers, en fonction des entreprises, d'outils, d'applications, de logiciels, tout en s'informant quotidiennement des nouvelles remédiations disponibles. Mais avant celle-ci, une autre crise peut-être moins bruyante a eu lieu, et pourtant elle a impacté tout le monde puisqu'elle touchait directement nos processeurs. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Revenons il y a 8 ans, à une époque où je découvrais le monde de la cybersécurité depuis à peine un an. Oui, je ne compte pas vraiment mon stage de fin d'études, sinon disons 1 an et demi, voilà, vous êtes contents, pour parler non pas d'une, mais de 2 vulnérabilités qui ont fait couler pas mal d'encre et de sueur, j'ai nommé les vulnérabilités Meltdown et Spectre. Avant de rentrer en le vif avec les explications de qu'est-ce que sont ces vulnérabilités, qu'est-ce qu'elles permettent de faire, etc. Mon ressenti, comme je l'ai vécu à l'époque, parce que j'étais déjà analyste SOC chez un client, et donc on avait aussi en charge la supervision de la mise en place des patchs et des remédiations pour ces vulnérabilités. Donc pour en revenir à mon ressenti, il est assez mitigé. D'un côté, je comprenais la criticité de ces 2 vulnérabilités, surtout que j'étais en pleine période où je montais un nouveau PC, et vous verrez que ça a son importance, mais par rapport à la crise Log4j que j'ai évoquée en introduction, eh bien j'ai pas eu l'impression à l'époque que c'était aussi dramatique et que le chantier mis en place était aussi conséquent. Peut-être aussi parce que pour Log4j, j'étais en ligne de front et que j'ai eu un mois entier complètement pourri, avec des horaires de con que j'ai accepté, on m'avait rien imposé du tout, pour tout inventorier, superviser, patcher, etc. avec l'équipe. Mais assez parlé de moi, et parlons plutôt de nos 2 vulnérabilités. Qu'est-ce que sont Meltdown et Spectre ? Il s'agit de vulnérabilités matérielles affectant les microprocesseurs après 1995, dotés de l'exécution spéculative, dont nous reparlerons après, qui ont été publiés en janvier 2018 et a priori découverts quelques mois avant, cet écart permettant aux constructeurs, aux antivirus et aux éditeurs de systèmes d'exploitation de commencer à mettre en place des correctifs. Concrètement, ces vulnérabilités permettent d'exécuter du code arbitraire pour accéder à des zones de l'espace mémoire, et donc pour quelqu'un qui sait ce qu'il fait, récupérer des données plus ou moins sensibles. Meltdown affectait exclusivement les processeurs Intel x86 et Apple, tandis que Spectre était présent sur tous les processeurs, y compris les AMD et les ARM, mais plus difficile à exploiter sur ces derniers. D'où le fait de l'importance pour moi de cette crise informatique au moment où je souhaitais me construire un nouveau PC, puisque, habitué au processeur Intel, j'ai voulu tester un processeur Ryzen 2 AMD pour la première fois, étant donné qu'il n'était pas vulnérable à Meltdown et que Spectre n'était pas si simple à exploiter dessus, en plus d'être moins cher que les processeurs Intel à performance équivalente. Le fonctionnement technique de Spectre et Meltdown résulte de l'exécution d'un code spécial de bas niveau, appelé code noyau, car il agit directement sur le cœur du système d'exploitation, que l'on appelle le noyau. Alors quand on parle de code de bas niveau, on parle pas d'un type de code accessible à tous, très simple ou autre, mais on parle de bas niveau dans la structure d'un ordinateur. Sans aller jusqu'au binaire, c'est un type de code le plus proche du langage de la machine et du matériel, contrairement à du langage comme le C, le C++, le Java, le PHP ou plein d'autres, qui sont soit compilés, soit interprétés pour être compréhensibles par une machine. Ils doivent être traduits dans le langage de base d'un ordinateur si vous préférez. Et donc ce code noyau est exécuté au cours d'exécutions spéculatives. L'exécution spéculative pour un processeur est le fait de tenter de prédire, de deviner quel code sera exécuté ensuite en commençant l'exécution et en annulant les changements si ce n'est pas le bon code. Globalement, ça permet de gagner du temps et des performances. Pour ceux qui n'auraient pas totalement compris le principe, je me permets de reprendre la métaphore que j'ai trouvée sur le site de Cloudflare. Imaginons une randonneuse perdue dans les bois qui se retrouve à un embranchement face à 2 chemins à peu près parallèles. L'un des 2 lui permettra de rentrer chez elle, l'autre non.
Plutôt que de perdre du temps à attendre qu'un autre randonneur lui indique le bon chemin, elle choisit le chemin qui, selon elle, a le plus de chances de la ramener chez elle. À un moment donné, elle trouve un repère. Si ce repère lui confirme qu'elle est sur le bon chemin, alors elle poursuit sa route et rentre chez elle. Si le repère lui indique qu'elle est sur le mauvais chemin, elle fait demi-tour et prend l'autre chemin. Ce qui ne lui fait pas perdre beaucoup plus de temps que si elle avait attendu les indications à l'embranchement des chemins. Là, je vous parle avec des termes techniques depuis un moment, accès à des zones mémoire, exécution spéculative, code bas niveau, mais concrètement, quels en étaient les risques et quels étaient les moyens à notre disposition pour se protéger de ces vulnérabilités. Quand on parle de zone mémoire, on parle de la mémoire vive, la RAM, et non pas des disques durs, ou les SSD pour les plus modernes. Et surtout, Spectre et Meldon ne touchaient pas que les PC, mais également les serveurs, les téléphones et les tablettes. Et maintenant, pour bien comprendre l'impact que peut avoir l'accès à la mémoire vive d'un appareil, il faut comprendre à quoi sert cette fameuse RAM, dont les prix ont explosé à cause des data centers de l'IA, enfonçant le premier clou dans mon projet de serveur Proxmox. Quand vous ouvrez un logiciel, un outil, un fichier, internet ou n'importe quoi, son exécution et l'évolution de son état est stocké en mémoire vive. Et une fois enregistré, ça c'est plus pour les fichiers, il est enregistré sur le disque dur. Ce qui fait que si des fichiers sont ouverts et en mémoire dans la mémoire vive, lors de l'exploitation de ces vulnérabilités, ils pourraient être récupérés par un attaquant. Sans oublier que même après avoir fermé un fichier ou un logiciel, certaines données peuvent être encore gardées dans la mémoire vive tant qu'aucune autre donnée n'aura pris la place sur cette zone mémoire, ou tant que la machine n'aura pas été arrêtée. Voilà, donc même si ce n'est pas à la portée de tous, l'exploitation de ces vulnérabilités est critique de par ce qu'elles permettent de faire. En termes de sécurité, il y a plusieurs niveaux de protection. Tout d'abord, l'application de toutes les mises à jour et correctifs fournis par l'éditeur de votre système d'exploitation, même si depuis 8 ans, je me doute bien que ça doit être fait, mais on sait jamais. Mais pas que les mises à jour de l'OS, également les mises à jour de toutes les applications qui pourraient être utilisées par un attaquant pour exploiter ces vulnérabilités, comme les navigateurs internet. Attention pour ceux qui ont encore des PC datant de cette période, ou d'avant, le correctif de Meltdown ralentit les performances du fait de la séparation plus importante mise en place entre la mémoire du noyau et les processus utilisateurs, ce qui signifie qu'il faut beaucoup plus de temps pour passer de l'un à l'autre, et donc les processus nécessitant l'accès au noyau sont plus lents. Le correctif ultime contre Spectre et Meldon restant de changer de processeur, et donc pour beaucoup de monde, de changer de PC, et bon, en 8 ans, je pense que beaucoup de PC ont été renouvelés, ne serait-ce qu'à cause de la mise à jour vers Windows 11 qui demande un processeur compatible. En 2025, des chercheurs d'un groupe de sécurité informatique de l'ETH Zurich ont découvert une nouvelle faille du même type dans des processeurs Intel, qui seraient les seuls concernés, et ont réussi à construire une attaque aboutissant à une fuite de mémoire sur un système Ubuntu. Les tests n'ont pas été réalisés sur un système Windows, mais rien n'exclut le risque d'exploitation possible. Et même si 2025 c'est fini sans qu'on entende plus parler, aucun risque de nouveau Spectre ou Meldon ne peut être mis de côté. Autre que le boxon que Spectre et Meldon ont foutu début 2018, ces deux vulnérabilités ont forcé les éditeurs de systèmes d'exploitation ainsi que les constructeurs de microprocesseurs à revoir l'architecture de leur système et à jeter un gros pavé dans la mare de la cybersécurité, puisqu'à la vue du montant que coûterait un changement complet de processeurs sur des parcs informatiques entiers, des mesures de sécurité et surveillance ont dû être mises en place en plus de l'existant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de monde, à cliquer sur le pouce en l'air, ça m'encourage grandement, à laisser un commentaire si vous avez une remarque ou une question, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité à faire de tous. Ciao. Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça va, on a compris. Quatrième vidéo, Spectre et Meldon.